Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Fiche. Et aujourd'hui, on n'est pas que toutes les deux comme vous pouvez le voir pour ceux qui regardent la vidéo. On est avec une invitée surprise. Hello, qui s'appelle Floriane. Et le sujet aujourd'hui de la vidéo, c'est le métier de Floriane du coup, parce qu'elle a notre âge et elle est agricultrice. Voilà. On va débrief de tout ça, que je puisse un petit peu expliquer ma profession. Je vous remercie les filles de m'inviter, ça me fait trop plaisir. Notre première invitée. Oui, ça se fait. Oui, qui était ni contrainte ni forcée de participer à ce podcast. Et presque à l'heure, je tiens à dire. Le monde est trop ponctuel pour moi. Et comme on adore les gens en retard, c'est super. Non, mais du coup, présente-toi, dis-nous un peu. Alors, ce qui pourrait commencer, c'est ton parcours, d'où tu viens, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu fais ce métier. Ouais. Alors j'ai commencé mon parcours, il est un peu, ça a été un petit peu le chaos puisque j'ai arrêté en 4e le collège. Ok. Je suis partie en 4e pour une 3e pro. Je me sentais pas bien du tout dans le milieu scolaire général. J'avais un petit peu peur de louper mon brevet. Et j'aimais pas non plus l'ambiance générale qu'on pouvait avoir au sein des collèges. Je me sentais pas en accord du tout avec ce qui se passait. Donc, je suis partie en 3e pro dans un petit lycée au Haillan, perdu au milieu de nulle part, mais à côté des Girondins, s'il vous plaît. Ah, à l'époque, c'était Star. Hein. Ouais, c'était Gourcuff. Et je veux pas me tromper, mais je crois que c'est Chamac. C'est ça que c'était Chamac, j'allais dire Chabal. Nope. Donc, c'était un tout petit établissement où on était, finalement, il y avait une 3e pro, CAP. C'était quoi le... aménagement paysager. Okay. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, rien à voir, enfin, un petit peu, déjà dehors. Oui, c'est ça. Déjà dehors, elle travaille avec les mains. Et j'ai fait, en fait, dans cet établissement au Haillan, qui s'appelait Camille Godard, j'ai fait la 3e, 2 ans de CAP. Ouais. J'ai sauté la seconde et j'ai fait la première et la terminale. Ok. Voilà. Donc, j'ai eu mon CAP, mon brevet et mon bac là-bas. Certain, trop bien. Voilà. Okay. Donc, heureusement, parce que finalement, le pro a un petit peu sauvé ma scolarité, là où, à l'époque, il était vachement critiqué. Ouais. Le pro, c'était... Il n'y avait pas trop d'alternance et tout à l'époque. Non, mais c'était hyper ma vue. Ouais. C'était vraiment... Moi, combien de fois... tu fais quelque chose de tes mains. Une fois, j'étais autour d'un dîner de table chez une amie à Bordeaux Centre, assez huppé le milieu. Je mangeais avec ses parents et là, son père... mais je pense qu'il savait pas du tout que j'étais en pro. Hein. Il lui sort à table, devant tout le monde. Si tu réussis pas dans la vie, tu vas finir en pro et là, tu pourras dire que tu vas pleurer. Ah, mais l'enfer. Le pro, c'était trop mal vu, quoi. Ouais, mais c'est vrai, t'as raison, ouais. Alors qu'en vrai, maintenant, avec du recul, tu te dis que c'est les gens qui savaient déjà avant nous ce qu'ils voulaient faire, quasiment. Ouais. Quand tu fais des CAP pro plein de cuisine, paysagiste, trucs et tout. Tu auras toujours du travail. Oui, de ouf. En faisant le marketing. Oui. Je pense que peut-être le milieu, il a un petit peu changé. Oui, de ouf. Je pense que les métiers pro, même maintenant, essentiellement, ils sont vachement dévalorisés alors qu'on fournit beaucoup de travail. Moi, j'ai toujours halluciné, du coup, aménagement paysager. Je voulais devenir architecte extérieur. Et donc, on faisait tout pareil que si j'avais fait le cursus un peu plus général pour atterrir dans une école d'architecture. Sauf que nous, on avait vraiment déjà tout ce côté pratique. Donc c'était ouf, on avait déjà appris à toucher le logiciel, on connaissait les végétaux. T'avais un temps d'avance, quoi. J'avais un temps d'avance. Et pourtant, quand j'ai arrêté au bac pro, et que j'ai voulu partir sur une école d'archi, la sentence, elle a été rude. On m'a demandé 45 000 € parce qu'il fallait que je fasse 1 an de remise à niveau. Donc ça a coûté plus de 3 000 et quelques euros. Donc ça, c'est que du financement privé parce que à l'époque, ça, c'était pas des trucs où tu peux avoir les bourses. Non, c'était une école d'archi privée. Eh bien non, parce qu'après la remise à niveau, il fallait faire 2 ans de mana. Et après 2 ans de mana à rappliquer, il fallait partir sur une école d'archi. Donc en fait, j'avais 7 ans. Et donc c'est ça qui t'a fait dire, en fait, je veux pas aller là-dedans, quoi. J'allais redoubler. J'étais arrivée à un point où là, il fallait que je m'arrête et j'allais redoubler. Du coup, avec mon diplôme, en fait, je pouvais juste être paysagiste. Ok. Mais
contre, j'ai eu une très bonne entreprise avec pas mal de déboires au début, mais qui m'a gardé quasiment toute ma scolarité, qui me prenait en stage, qui était Espace Paysage d'Aquitaine. C'était une super boîte. À l'époque, quand moi je l'ai connue, ils étaient encore tout petits, ils étaient une vingtaine de salariés. Maintenant, ils ont énormément Je connais grossi. pas du tout. C'est à Eysines. Okay. C'est à Eysines, mais c'était top. Premier jour de stage, je peux faire une petite anecdote. Je suis toute petite. On adore les anecdotes de Flo. Je suis toute petite. J'arrive avec mon scooter, je conduisais un gros scoot Piaggio Fly. Attention, ok, Piaggio Fly. Et j'arrive à mon premier jour. Donc, je vais voir le patron. Je lui dis, voilà, je me représente au cas où il est oublié qu'il m'a bien pris pendant un mois. T'es toute petite. Oui, t'as quoi? T'as 15 ans. Ouais, c'est vrai, tu stresses. 15 ans, tu stresses, tu sais pas. Oui. J'arrive dans l'entreprise, il m'avait dit, arrive en tenue parce qu'il n'y a pas de vestiaire femme. Ok, j'arrive au milieu de 20 mecs, quoi. Genre, il n'y avait pas une meuf dans l'entreprise, si la secrétaire. Voilà, évidemment. Voilà, la secrétaire. Et on me dit, tu montes dans ce camion, t'attends, la personne va arriver, et il va te prendre en charge et vous partez sur un chantier. J'attends 10 minutes, j'attends 20 minutes, tu es avec ma petite glacière, tu sais, devant, j'ose pas bouger. J'ose pas bouger, je me dis, il faut attendre. Et puis là, je vois un monsieur d'un certain âge partir dans le bureau. Et il part dans le bureau et j'entends que je baisse ma vitre et j'entends que ça hurle. Et je me dis, j'espère que c'est pas pour moi. Le monsieur, il arrive, il est hyper énervé, il ouvre ma portière, il me dit, non, mais là, tu descends, moi, j'ai pas besoin d'une gamine comme toi sur le chantier. 15 ans. 15 ans. Super. Bienvenue dans le monde de l'entreprise. Je lui dis, ah non, moi, le patron, il m'a dit que je devais rester là et je referme ma porte et je dis, non, moi, on m'a dit de monter dans ce camion, je reste là, c'est hors de question. Et là, je le vois, il gueule, il monte à côté de moi, on fait plus d'1 heure de route, on part dans un château vérifier tout le système d'irrigation. Okay. Donc un chantier en soi hyper intéressant parce que du coup, ça te montre toute la partie irrigation, ce qu'on voit pas sous le sol, mais qui permet que les végétaux soient magnifiques. Ouais. L'eau, au final, l'eau, c'est la vie, quoi. Ouais. On fait 1 heure de route, il me décroche pas un mot, il me parle pas, il me demande pas qui je suis, il me demande pas quel âge j'ai, il me demande pas d'où je viens, rien. Oh, je me dis, mais la journée, elle va être longue, j'envoie un texto à ma mère, je lui dis, maman, j'ai peur, je veux que tu viennes me chercher, j'en ai déjà marre de ce stage. Et on arrive sur le chantier, il n'a pas décroché un mot. Il fait comme si j'étais pas là. Donc, moi, j'écoute et je prends des notes de tout ce qui se dit. Plan de merde dans un stage de paysagiste, c'est super. Ouais, c'est top. C'est dans le thème. Première journée, ça a été terrible. Première journée, je prends des notes. Je parle pas, je prends des notes. Le midi, on va manger. On mange avec tous les salariés du château. Et lui, il me dit, je reviens, je vais faire ma pause, je vais faire une sieste, tu restes là. Et quand je sors avec ma glacière de l'endroit où j'avais mangé avec tout le monde, tu vois, plus personne. Non, je te crois pas. Voilà. Pas de camion. Je te crois pas. Pas de camion. Voilà. Et là, je commence à pleurer. Genre, je suis debout depuis 6 heures, je suis arrivée en tenue, j'ai garé mon scooter au dépôt, je suis dans un château, je sais même pas où je suis. Je commence à pleurer, genre, je pleure et je me dis, mais en fait, il est parti sans moi. Et là, le camion, mais au bout de 15 minutes, réapparaît. Il me dit, allez, excuse-moi, ma petite, c'était pour rire, j'étais en train de faire ma sieste, je te voyais au loin, je te voyais chouiner, j'ai voulu te faire une petite frayeur. Donc je me dis, là, je commence à l'avoir en travers. En vrai, j'ai quand même mauvais caractère. Il faut pas trop marcher sur les pieds. Je commence à l'avoir très en travers. On fait la journée, etc. Et le soir, il me dit, du coup, j'ai vu que tu avais noté. On rentre au dépôt. Il me dit, je vois que tu as noté sur ton cahier. J'aimerais bien récupérer tes notes. Regarde-moi bien. Je lui dis, si tu veux récupérer mes notes, demain, si je suis en chantier avec toi, il va falloir bien me parler et me prendre comme je suis et tranquille, quoi. Le Corollaire, déjà, à cet âge-là. Oui, non, mais c'est bon. Il veut mon cahier. Là, à 15 ans. Il veut mon cahier. Il m'a pas parlé de la journée. J'ai pris des notes pour lui. Joué. Enfin, moi, je veux bien être une mignonne petite stagiaire, tu vois, mais en fait, il a pris mon cahier, puis le lendemain, il est revenu en fou rire. Il me voit, et c'est un monsieur qui était portugais et il me dit, Floriane, c'est quoi ce mot-là? Puis je lui lis, j'ai dit, bigorneau. Et il me dit, mais c'est pas un bigorneau, c'est un bitonio. Et moi, je comprends. Parce qu'on comprenait rien quand il parlait, tu vois. Donc, moi, quand j'écrivais vite ce qu'il parlait, et je paniquais parce que... Et là, au lieu de mettre bitonio, je mets bigorneau. Et vraiment, le lendemain, fou rire. Et finalement, cette personne-là, on a vraiment sympathisé alors que ça partait, mais en... Très mal. Très, très mal. C'était noir.
Et grâce à lui, j'ai été payée à tous mes stages, quoi. Trop bien. Ok. Et donc, c'est lui Grâce à qui lui. t'a, enfin, c'est aussi un peu ce stage qui t'a permis de confirmer le fait que t'aimais travailler dehors, et tu vois, comme tu parlais d'irrigation et tout, c'est quand même un lien avec le métier que tu fais aujourd'hui. Ouais, Et donc, qui t'a intéressé à ça ou? ça a cassé, déjà, ça a cassé un peu ce truc de quand t'es jeune, il faut avoir la fame. Et moi, ça a grave cassé ça parce que finalement, j'étais capable de me trimballer. Faut remettre le truc dans le contexte. On a 15 ans, on se découvre, tu vois, on est jeunes. Je pense qu'en plus, on est des femmes. Alors, dans un milieu en plus où il y a que des hommes, c'est hyper compliqué. Mais tu vois, pour moi, c'était impossible de marcher en pantalon de sécu, Oui, j'avoue. avec des chaussures de Ouais, de sécu, ouf. les gilets là, jaunes fluo, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai. À Tu l'époque, veux- tu dis c'est la mets honte ça, et mais tout. tu non, mets mais bien ça, sûr. t'arrives pas à te faire, enfin, te croises dans la rue, tu regardes personne, quoi. Ouais, Tu regardes j'avoue. que tes pieds. Et en fait, ça m'a grave décomplexée avec aussi, il y a pas de sous-métier. Mais Genre bien sûr. déjà jeune, il y a pas de sous-métier. Et en fait, on a besoin de déboueurs, on a besoin de personnes qui nettoient nos toilettes, on a besoin, tu vois, en Bien sûr. festival, il y a pas de Je suis d'accord. Je suis sous-métier. pas sûre Ouais. qu'à 15 ans, on avait cette mentalité-là, quoi. Tu Non, vois. bah non. À Non, 15 mais- ans, personne ne levait la main pour être éboueur. Enfin, Mais tu parce vois, qu'on est dans un moule aussi. Ouais, Le moule exactement. des études, Exactement. et je sais que moi, j'admire à côté de ça tous mes amis qui ont fait des études générales. Je les admire. Moi, j'étais pas du tout capable de retenir sur 3 ans tout un programme pour être au bout de 3 ans. Ben allez, c'est le bac. Donc là, on t'analyse. Oui, de ouf. Bah moi, pas du tout capable, quoi. Ouais. Donc cette scolarité, elle m'a grave aidée, quoi. Je pense elle m'a Ouais. elle m'a mis dans Confiance le en toi truc, aussi, Elle t'a mis ouais, dedans, en ouais. confiance. Et du coup, tu as été diplômée à quel âge? J'ai été diplômée, bah, comme tout. J'ai eu mon bac. Ah non, j'ai eu mon bac à 17 ans et Ouais. demi, quoi, parce que moi, Ok. je suis de début d'année Ouais. scolaire, Ok. du 2 septembre, donc j'avais 17 ans et demi, quoi. Ok. Et donc là, pas Ben d'école go. d'archi. Pas d'école d'archi, c'est le néant dans ma vie. Mhm. Je passais des petites passes un peu compliquées de manière assez privée. Ouais. Et puis, en fait, je savais pas quoi faire. J'étais hyper mal. J'étais en pleine caisse de résonance. Je savais vraiment pas quoi faire de ma vie. Je me voyais pas quand j'étais posé mes CV aux différentes boîtes. J'étais forcément à l'entretien. En fait, dans le paysagisme, t'as la conception, donc la Ok. création des jardins. C'est même pas la conception, les plans. Non, c'est la conception, tous ceux qui vont faire la créa des dallages, des engazonnements, tu vois, tout ça, c'est des postes de création Ok. où tu as l'entretien. L'entretien, c'est la tonte, la taille des haies. Voilà. Mais les femmes, elles allaient à l'entretien. Ok, Il n'y d'accord. avait pas de femmes en créa, quoi. Et toi, tu aurais aimé faire créa ou? Bah oui. Ok, C'est d'accord. hors de question. Tu me mets pas sur une tondeuse toute la journée. Enfin, c'est D'accord, hors ok. de question. Donc, du coup, j'ai arrêté. Je trouvais des petits boulots à droite, à gauche. Ça dure combien de temps le moment où tu trouves des petits boulots jusqu'à ce que tu trouves ensuite ton 6 premier mois. job? 6 mois, ok. 6 mois, des petits boulots, ouais, 6 mois, 8 mois. Alors, je me souviens d'un entretien d'embauche où on m'a dit mais oui, mais t'es une femme et quand tu vas tomber enceinte, j'ai 18 ans. Ah ouais, mais je suis tombée Purée, dans c'est des lunaire, boîtes hein. et après j'ai fait vendeuse en vêtements Ok. et après j'ai fait boulangerie, vendeuse en boulangerie. Je suis quand même restée dans un truc où j'avais un contact. Ok. Un contact avec des Contact gens, humain. ouais, un contact humain. Et puis finalement, un jour par hasard, j'avais une période très compliquée avec mon père et puis on commence à retisser un peu des liens et il me dit, écoute, moi j'en ai marre de te voir galérer, je te donne 2 ans, je te fais un contrat de 2 ans, tu viens bosser avec moi 2 ans, puis si ça te plaît pas, tu partiras vraiment sur autre chose et on verra ce qu'on fait de toi, quoi. Et ton Et père, que il fait fait ton quoi père Et comme mon métier? père, il est agriculteur. Mais non! Voilà. Mais non! C'est Et trop donc, Ça bien. commence on a le là-dessus. lien. Ok. Donc, c'est ton père qui t'ouvre la porte de ce C'est métier-là. mon père qui m'ouvre En la porte. test, en plus. En test, après, les enfants d'agri, voilà, ils ont un cœur, ils ont un petit cœur quand même parce qu'ils sont partagés tout le temps entre la vie de la ferme. On connaît ça, on a la vision. Ce que j'allais dire, On sait c'est ce qu'on est. en quelques mots, du coup, toi, quand tu as grandi, et je connais pas ta situation pour le coup Mm. familiale, donc je sais pas si tu as grandi en effet dans une ferme ou en tout cas proche de ça. Donc c'est ça en fait ma question, c'est plutôt est-ce que tu as grandi justement dans une ferme ou rien à voir? Non, ben
J'ai grandi à la ferme, mais Ok. une ferme quand même assez citadine. On n'est pas en milieu rural. Ma maison, elle est pas sur la ferme. Donc en D'accord, fait, j'ai vraiment grandi à la ferme, mais sans y habiter. Ok, d'accord. Mais donc, quand même, dans cette culture, tu voyais ton père, il travaillait. Ta mère a fait ça ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, ok. Donc, c'est du tout un ton père. point noir pour ma mère. Hein. Ok, mais tu Ma m'étonnes. mère, avoir 2 agrès à la maison, c'était quelque chose, quoi. Mais- Parce que c'est des vies, on sait dans quoi on s'engage, quoi. On n'est pas rémunéré à notre travail. Tous les jours, il y a des problèmes qui sont plus ou moins graves. Et puis, on a des métiers tellement passion, tellement niche, tellement passion qu'en fait, on porte ça sur nous. Ouais. Et du les coup, horaires ma mère, aussi, hein. ouais, les horaires. Il n'y a pas d'horaire. Non, il n'y a pas d'horaire. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de week-end, il n'y a Non. pas d'horaire. Non. Maintenant, je régule, au bout de 10 ans, je régule un peu mieux ma vie. Parce qu'il y a ça aussi. Bon, du coup, peut-être je vais faire des raccourcis trop rapides là, mais on y reviendra plus tard. Mais comment tu crées une vie de famille aussi, tu vois, quand tu es dans ce métier-là. Je te pose pas la question. Mais- En fait, ça arrive à toi. Tu imposes aux gens. C'est Ouais, c'est horrible, ça. hein, mais tu imposes aux C'est-à-dire, la gens, tu personne, ta imposes à mère, tes amis. elle a dû, en tout cas, se plier au rythme de vie de ton père à l'époque. Oui. C'est ça, c'est que dans ce sens-là, quoi. Mais moi aussi, hein, mes proches amis, même encore maintenant, enfin, il y a des gens à qui je suis capable de mettre 2 heures de retard, mais parce que j'ai pas fini mon taf et j'arrive pas et j'impose alors moins. Et j'essaye aussi de pas parler forcément que de ça. Là, on est là pour ça. Mais c'est des trucs où même dans un dîner de famille où il y a ma belle famille, et je pense que c'est pas, faut pas que je parle que de mon travail, même si j'ai ça dans la tête et que c'est prenant, quoi. Oui. Parce que c'est aussi, je pense qu'on des fois on oublie très vite que quand tu es agriculteur, tu es aussi auto-entrepreneur en fait. C'est ça aussi. C'est-à-dire tu as aussi de l'instabilité qui sont liées en plus à des choses comme la météo, comme l'inflation qui joue énormément. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur ce métier-là et donc sur une possible en tout cas instabilité. C'est très dépendant de ta récolte, très dépendant de Mais ça, ta saison. Il y a un peu le truc agriculteur et il y a vraiment le truc chef d'entreprise. Ça, c'est pour tous, je pense, la même, à part les énormes structures. Mais tout ce qui va être petite et moyenne entreprise ou très petite entreprise, c'est vraiment quand on est patron, on est lié de ouf. et tout porte sur nous. Hein. C'est nous le crédit, peu importe le secteur. Et en fait, c'est combiner les deux, quoi. Et donc toi, donc ton père t'ouvre la porte. Ton père fait quoi du coup parce qu'il y a plein de sortes d'agriculture différentes. Du coup, qu'est-ce que fait ton père? Mon père, il est maraîcher. Donc maraîcher, c'est quelqu'un qui va cultiver les légumes. Et il a été un peu visionnaire parce qu'il a créé il y a 32 ans le kiwi. Le kiwi. Il a créé le kiwi alors, il a créé un verger. Il a créé l'arbre. C'est lui l'arbre. Belle souche. Non, il a créé un verger de kiwi en Aquitaine, là où il y en avait pas. Dans un milieu, parce que le côté, comment on dit, je veux dire le côté météo. Enfin, c'est pas un climat, pardon, qui était adapté. Enfin, pourquoi il n'y avait pas de kiwi Ben, parce que personne n'osait. Puis le kiwi, il avait un peu ses régions. C'est bien ta question parce qu'en fait, je pense que chaque fruit a un peu des régions un peu prédestinées. Comme tu vois, du côté du sud, tu as beaucoup de pêches, d'abricots, nectarines, beaucoup de fruits qui demandent des oranges, quelque chose de sec, sec et soleil. Nous, ici, on a des terres... Bordeaux, elle a une histoire, mais on a des terres très riches avec un sol très noir, donc qui est très chargé en matière nutritive et sableux, donc ça draine très bien. Donc mon père a fait le test et ça a super bien fonctionné, alors que plein de gens lui disaient de surtout pas le faire, quoi. Ok, trop bien. Voilà, il a été innovateur, exactement. Donc le légume, tous les légumes de saison. Voilà. Quand pousse une tomate, les filles? On la mange quand? Moi, je sais. On la mange quand, les filles, la tomate? À partir de quand? À partir de juin, juillet. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. En serre non chauffée. Ouais, c'est ça. Et on l'a plantée. Mars, c'est compliqué. Avril, on peut 15 avril, après les essaims de glace, quoi. Pendant les essaims de glace. On prend le risque. La météo, hein. Voilà. Non, mais en fait, c'est ça, tout est lié à...
Et tu vois, et des mois, pardon, je fais des transitions avec l'actu aussi, là, tu vois, mais sur des mois comme ça, mai, il a fait des chaleurs caniculaires, en fait, ça J'ai vous jamais nique connu tes... Ah, j'ai jamais connu Alors ça. après, alors vous êtes que sous serre? Non, on fait du plein champ, Tu vois, tout ce qui est verger, Ah oui, j'avoue. Oui. kiwi et cerisier. Ça, Ouais. ça va être dehors. Après, on cultive principalement maintenant sous serre. Pourquoi? Parce que Contrôler. voilà, Enfin, maîtriser, en tout on cas. veut maîtriser et on veut surtout pouvoir récolter ce qu'on plante. Parce que Ok. le plein champ et la principale aussi cause de pourquoi on plante plus dehors, c'est que le plein champ, c'est pas assurable. Ah ouais? On peut assurer sous serre, ça coûte très cher, mais on peut assurer sous serre, Ok. mais on peut pas assurer le plein champ. Ça n'existe pas une assurance pour le plein champ. Ça veut dire C'est que pas fou, hein. tous ceux que tu vois planter du maïs, du blé, tout ce que tu veux dehors, Si ça foire, il n'y a pas de. il n'y a pas d'assurance. C'est catastrophe naturelle, comme il y a eu la grêle aussi, Il n'y a pas il y a d'assurance. 2-3 ans et tout, qui Il ont n'y a pas niqué les d'assurance. champs. Super. Ok. Ah ouais, donc, ok. Tu remontes tes manches et puis tu repars. recommences. Ouais, Et tu Ok. t'assois sur pas mal beaucoup d'argent, ouais. Ok. Donc, il t'ouvre la porte et là, il te dit quoi? Il te dit, tu viens travailler avec moi ou je te laisse faire je connais la Non, j'ai fait réponse. 2 ans. Ouais, j'ai fait 2 ans de salariat où vraiment je me suis pliée à toute l'entreprise, à la découverte du métier, à tout ce qu'il fallait faire, hein, parce que là aussi, t'as une place compliquée dans l'entreprise, c'est la fille du patron. Donc auprès des salariés de suite catégorisé, jugé. En fait, c'est horrible parce que t'as la place où il faut redoubler 2 fois plus de ouf. faut 4 fois redoubler- même, parce que ouais, t'es une femme. d'efforts. J'allais Ouais. dire, voilà. T'es une Attends, femme, t'es jeune. T'es femme, t'es jeune, t'es fille de patron. il y a des femmes avec toi ou pas dans l'entreprise à ce Oui, moment-là? mon Ok. père, j'ai vraiment la chance quand même parce que mon père, il a embauché une équipe 50-50. C'est un arbre hyper. C'est un arbre dans ancien. dans l'égalité. Il fait homme-femme, penser et tout, j'adore. Il a créé le kiwi et l'égalité. Mais On j'adore. parle Tu te rends compte des vieux arbres, les sages. Exactement. Non, mais cool, parce qu'en vrai, on y reviendra un peu plus tard, je pense, mais dans ce milieu, c'est encore un autre sujet. Mais ok, donc, en effet, fille du Et patron. jeune. Qu'une équipe jeune. Ok. Donc, sympa. Ouais. Et à C'était ce cool. moment-là, tu te dis, ok, je le fais parce que j'ai pas le choix, parce que je sais pas quoi faire de ma vie, donc j'y vais un peu à reculons et j'ai la flemme. Ou tu te dis, ok, opportunité sympa, ça peut me plaire. Mais bizarrement, je suis un peu dans l'optique, je suis un peu une tête fonceuse. Donc, il y a des questions dans la vie que je me pose pas du tout. Parce que si tu te les poses, pour moi, tu te rends encore plus malade, tu te forces à penser des choses et à devoir peut-être accepter, te contraindre. Donc, il y a des questions où je me pose pas et c'est ce qui a fait peut-être aussi ma force, mais aussi ma plus grande faiblesse, quoi. Parce que du coup, j'ai fait 2 ans de salariat et mon père, il a fini par me dire, écoute, il y a de la demande sur le fruit rouge. Nous, on faisait pas du tout de fruits rouges. On faisait pas du tout de fraises, de framboises, tout ça. J'allais chez un copain dans le Lot-et-Garonne. Je faisais des navettes pour approvisionner mes circuits de vente. Enfin, les circuits de vente de mon père. Je faisais beaucoup de véhicules. Et puis, un jour, ce producteur que je connais très bien dans le Lot-et-Garonne, il me dit, écoute, Floriane, t'es hyper motivée. Il y a pas de fraises. Lance-toi. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd au niveau de mon père. Et mon père, il m'a dit, on va t'installer dans la fraise parce que je veux aussi sécuriser ton avenir. Parce que le légume, on est arrivé à un point où, vu qu'on n'est pas machinisé, on n'arrive pas à s'en sortir financièrement. Il nous faudrait des gros engins. Et en fait, c'est horrible à dire, mais supprimer l'humain de ces tâches de travail pour pouvoir apporter une rentabilité sur machine. Voilà, le légume, on en est là, quoi. Parce que c'est plus du tout rentable. Et parce Moi, que tu as beaucoup de concurrence. On a beaucoup de concurrence. Et oui, exact. Oui, c'est vrai ça. On a beaucoup de concurrence. Et on peut le dire maintenant, mais j'y reviendrai plus tard, on est le seul métier à ne pas fixer nos tarifs. Ah, et même avec donc quand les grandes anciennes nous disent à nous, public, c'est des prix quand c'est fixé avec le producteur, il y a X euros qui revient aux agriculteurs, pardon, X euros qui reviennent aux agriculteurs, etc. Moi, j'y crois pas trop. On nous ment. On nous ment. On ne dit pas. On est là pour dénoncer. Non, mais en vrai, non, mais je pense que les prix de lait, là, il y a peut-être certaines coopératives qui font des opérations. Parce qu'en gros, il faut savoir. Alors, il y a le producteur qui est tout en bas de l'échelle. C'est celui qui produit, qui va avoir toutes les contraintes. Pendant qu'on vend, on n'est pas à la ferme. Donc, beaucoup d'agriculteurs ne peuvent pas être au four et au moulin. Et
du coup, ils délèguent leur partie vente à la coopérative. C'est pour ça que ça a été créé. La coopérative, l'agriculteur, il vient, il pose sa palette à la COP. À la COP, soit ça se passe bien pour lui, soit ça se passe pas bien pour lui. Si ça se passe pas bien pour lui, t'es déclassé. Donc, ton fruit, au lieu de valoir 3 € du kilo, il va en valoir 1,50 €. Mais pourquoi, comment ça peut ne pas bien se passer? Oh, bah, il y a toujours... Feeling, quoi, politique. Oui. Ok, question politique. Peut-être pas politique, mais des petits feelings, ouais. Il y a des filous. Il y a D'accord. des filous. Voilà, il y a des... J'adore ce nom, filou et des filous et des feelings. Il y a des petits filous. Et du coup, après la COP, elle va vendre. La COP, elle vend à la grande distribution. Mais avant d'arriver à la grande distribution, tu as des centrales d'achat. Donc la COP, elle fait la centrale d'achat. Donc c'est ce qui regroupe tous les achats de la grande distribution. Et la centrale d'achat, forcément, se fait encore un petit euro et revend derrière à la grande distribution avant d'arriver dans ton assiette. Mais par contre, si tu vas en direct, tu es libre de fixer tes prix, on est d'accord. Voilà. Là, toi, tu parles de prix fixés que pour les coopératives. Voilà. Et je sais que tu travailles avec des cantines aussi. Voilà, donc ça, c'est vraiment ça. Mais bien évidemment, 70% des agriculteurs qui travaillent comme ça. Et puis, c'est sûrement 80% de ton chiffre d'affaires ou c'est de la coopérative. Ouais. Moi, il y a en principal client, si j'arrive à m'en sortir encore aujourd'hui et que je survis, c'est que j'ai une AMAP. Survie, t'as dit. Ouais. J'en survis. C'est dur, ça. J'en survis. Ah oui, c'est catastrophique, mais c'est des métiers passion. J'abandonnerai pas. Ça aura pas raison de moi. Je veux continuer et tant pis, j'aurais apporté ma pierre à l'édifice. Et en fait, je pense que aussi, quand j'ai commencé à travailler avec mon père, je me suis rangée du côté où j'ai choisi comme combat la cause à défendre et tant pis, il y aura pas d'enrichissement. En fait, on peut pas tous courir après l'argent. De toute façon, ça va t'apporter quoi? Une belle télé, une belle maison, un bel appart, une belle voiture, mais derrière, humainement, qu'est-ce que ça te prend aussi? Donc, c'est quelque chose où moi, j'ai choisi la cause. Tant pis si je gagne pas ma vie, mais demain, je me dis... Tu te marieras avec un homme riche. Oui. Non, je rigole. J'espère, hein. Il faut qu'il gagne plus d'argent. Il va falloir bosser, là. Allez. Non, mais ce choix de faire, il est hyper dur à faire, je pense, quand tu es face à une situation où tu te dis, OK, soit je choisis mon avenir, c'est-à-dire les gens voient souvent l'avenir avec le côté financier, stabilité. Si un jour tu veux fonder une famille ou pas, d'ailleurs, je parle de manière générale, et tu te dis, OK, ça, je peux le mettre entre parenthèses parce que je décide à 30 ans, on est d'accord? À 30 ans? À 30 ans, je choisis de défendre la cause qui en plus est même politiquement, enfin c'est un sujet qui est plus avant. J'ai choisi ça, j'en avais 19 ans. Ouais, c'est ça. Purée, quelle force de conviction. Et puis t'as l'entreprise, t'as le patrimoine familial aussi, de le faire perdurer. Il y a le patrimoine, il y a le patrimoine familial où mon père, je sais que ça, tout le travail qu'il a fait. Je suis la 6e génération, donc il y avait mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, et aussi de se dire que ça va être perdu. Voilà, c'est dur. Et je me dis, quand t'as vu et que t'as connu toutes les contraintes, mais aussi l'amour et les belles choses, qui de mieux que toi-même pour derrière reprendre un flambeau? Bien sûr. Ouais, je pense que c'est aussi ça. C'est pas, je suis la fille du patron, c'est à moi que l'entreprise elle est. Non, mais parce que j'aurais pu abandonner. Hein. J'aurais pu dire à derrière, non mais papa, non. Et en fait, cette force de se dire tête bêche, j'y vais et on verra bien ce qui se passera. Ça m'a mené là, quoi. Mais il y a eu beaucoup de sacrifices. Je me suis installée du coup moi ma date d'installation c'est en 2017. Ok, bientôt 10 ans. Ouais, ça va faire bientôt 10 ans, c'est ça, en 2016-2017. Début 2017. Création de Fraisiflore. Ouais. Fraisiflore, c'est le meilleur nom. La Fraisiflore. Oui, l'entreprise, elle s'appelle Le Potager à la Vie, les Fraisiflore. Ouais. Donc, création de Fraisiflore. J'ai pas un rond. Tous mes potes, ils s'en vont, ils partent, ils développent une vie que moi, je pourrais jamais mener. Et moi, je vais à la banque. J'emprunte un peu plus de 180 000 €. Je viens juste, je viens entre 18 et 19 ans. Je comprends rien à ce que c'est un prêt bancaire. Tu vois, je signe. Juste, je signe. Ouais. Tu vois, je pas se poser les questions. C'est horrible, hein, mais à 18 ans. Après, j'avais mon père. J'avais mon père qui me sécurisait derrière et qui lui avait déjà analysé. Mais,
à 18 ans, t'as pas toutes les bonnes questions. T'as pas la vie d'adulte. 180 000. Ouais, 180 000 euros. Et puis, je démonte, j'ai pas l'argent d'installer du neuf. Donc, je vais dans le Lot-et-Garonne, je démonte des serres d'occasion. Mais les trucs, vas-y, c'est des conditions inhumaines. Je dors dans mon trafic isotherme parce qu'il y a pas d'hôtel à côté. Tu vois, on est plein cœur du Lot-et-Garonne, il y a rien à côté. Je dors là-dedans. À côté, il y a un truc de chèvre. J'ai 100 000 mouches dans mon isotherme. Je peux pas fermer la porte. J'ai peur de mourir de pas pouvoir respirer. D'accord. Donc, je dors la porte ouverte et 2 jours ou 3 pour démonter cette serre qui m'aura... non, j'avais des copains agriculteurs qui étaient venus m'aider. Okay. Donc, on était 1 ou 2 salariés de l'équipe de mon père qui étaient venus en renfort, mais sur des journées avec mon père. Et après, sinon, oui, on était 4. On était 4, mais je démonte la serre, je suis souriante, tout se passe bien, on l'a rapatriée à Bordeaux. J'ai rien noté. J'arrive pas à la remonter. Ah putain, la notice pas à la remonter. De l'enfer. Ouais, mais là, ça tellement pas été. qui a grandiose en fait. Ah oui. Impossible. J'arrive pas à la remonter. Mon père, il me dit, allez, tu remontes ton premier arceau. Mais l'arceau, j'ai cru que j'allais tout foutre à la ferraille. J'y arrivais pas. J'avais rien noté, pas de couleur, rien. J'arrivais pas à faire les encoches. Mon truc, il tenait à l'envers. Il y avait pas de vidéo tuto YouTube à l'époque. Hein. Non. Pour monter une serre. J'ai appris à cuire une fraise grâce à YouTube. Hein. Arrête. J'adore. J'ai appris à cuire une fraise. Comme quoi ça sert. Hein. Mais oui, ça sert. Ça sert. C'est un mec qui a dû se dire dans sa chambre, je vais montrer, allez, je sais pas qui, comment cuire une fraise. GG, comment faire son potage. Génial, hein, génial. Hein. Et ben, il en a fait une histoire. Hein. Ça. Mais si c'est ça, c'est beau. Hein. Franchement, j'aimerais trop. Je vais te donner le compte. Peut-être dans nos 4 auditeurs, peut-être qu'il est là-dedans. Non, mais l'histoire est cool. Ok. Donc, t'arrives pas à monter ta serre? J'arrive pas à monter ma serre. Et puis, la force de la famille. Mon père arrive en renfort après m'avoir laissé 5 heures. Je suis rouge écarlate. J'ai envie de tout plaquer. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, là où je me dis, j'ai emprunté 180 000 balles, j'arrive pas à remonter une serre. Comment je vais faire des fraises? Parce que on n'a jamais fait de fraises dans la famille. Le faire soi-même, ça apporte une plus belle connotation, tu vois, dans toute l'histoire de la ferme. Et aussi, ça a une certaine rentabilité qu'on ne retrouve pas dans les légumes. Ouais. Pour toi, c'est quoi le fruit, du coup, le plus rentable? C'est la fraise? Ah, c'est une question hyper difficile. Parce que nous, on a payé cher de ouf. Tu vois, je te dis d'un point de vue client, là, de ce qui s'est passé dans les mois de mai, là, par exemple, le prix des fraises sont... Ça va tellement dépendre des années. Il n'y a pas de réponse à cette question. Non. Par rapport au volume que tu fais, du coup. Ouais, même au volume. La fraise, j'en vis pas à l'année. Ça me sert. En fait, c'est une production sur 6-7 mois. Et ça me permet pas de vivre une année. Okay. Il me faut autre chose avec. Je peux pas juste vivre de la fraise sur un an. Okay. Donc, tu vis de quoi, là, aujourd'hui? En plus de la fraise? On fait le légume. Ouais. On continue à faire du légume. En petite production, on a grandement diminué. Je fais la cerise et la fraise. Donc d'avril, la cerise, c'est vraiment maintenant sur 3 semaines. Donc ça va être sur le mois de juin. 3 semaines sur le mois de juin. Pas plus? Non. C'est 3 semaines. C'est 3 semaines dans l'année, les cerises. C'est horrible. C'est trop court. On fait tout le travail toute l'année. Tailler le verger, l'entretenir. Moi, j'ai des bâches. Je les bâche, je les débâche. Pour 3 semaines. Ok. 3 semaines d'argent. C'est terrible. Hein. Ah, il faut les aimer. Hein. Ouais. Moi, parfois, ils me sortent par les yeux. Tu m'étonnes. Et après, la fraise, je commence avril jusqu'à début octobre. Ouais, c'est ça. Okay. En production. Et après, tu fais de la framboise? La framboise, j'ai commencé il y a 3 semaines et je vais l'arrêter pareil début octobre. Ok. Et on parle de renta et tout, ça me fait penser un peu au schéma que tu disais tout à l'heure avec les coopératives, les GMS et tout. Toi, est-ce que tu es capable aujourd'hui de dire à peu près une fraise, par exemple, en termes, toi, ça te coûte combien de produire une fraise ou une barquette peut-être de 500 grammes, c'est plus simple, pour que nous, on se rende compte justement c'est normal de faire une marge, enfin, je veux dire, c'est évident, mais de la marge que se prennent en plus, en fait, les GMS et du coup aussi peut-être, c'est des trucs tout bêtes, mais ce réflexe d'aller chez le primeur ou d'aller sur le marché, même financièrement, tu vois, je pense que c'est des réflexes qui permettent de faire vivre des producteurs, des agriculteurs, en tout cas des gens qui font quelque chose de beaucoup plus local, et ça peut éviter d'aller acheter ça à 7 € à Inter, quoi. Alors, moi, si je veux... 10 € à grand frais. Si je veux vraiment en vivre, il faut que je sois au moins à 3,50 € la barquette.
D'accord. Et 3,50 €, 4 €, quoi. Si vraiment je veux pouvoir vivre de mon travail, c'est-à-dire vivre, attention, c'est pas partir aux Maldives, hein. Ouais. C'est payer mes charges, mon personnel, Toi, la vie d'entreprise, moi. La vie d'entreprise, ça va être tout ce qui va être un peu annexe. Enfin, je rentre pas forcément charge. Je sais pas trop. Charge, moi, je vois mon emballage, mes engrais. Et après, tout ce qui est annexe, ça va être la vie de mon entreprise, c'est-à-dire mes comptables, enfin tout ce qui est vraiment annexé à mon entreprise. Il faut vraiment que la fraise, moi, je la vende au moins 3,50 € la barquette de 500 grammes. Ok. Et que tu aies un bon rendement quand même. Et que ça travaille, ouais. Ouais. Parce que moi, je t'ai connu quelques années où c'était pas ouf. Quoi. Non. C'était compliqué. Il y a eu plein de problèmes. On revient de loin. Ouais. Nous, l'entreprise, on revient de loin. Mon père, quand je me suis installée en hors-sol, on a eu des contrôles sur le sol par la DRAF. Okay. Donc, c'est un organisme qui vient de contrôler. C'est comme tu as les fraudes. Okay. Ils ont trouvé dans un lot, dans une coopérative, des courgettes qui avaient 2 molécules. Qui avaient la molécule, la dieldrine et le chlordane. C'est des maladies ? Non, ce sont des molécules chimiques qui sont présentes. Donc, nous, on appelle ça des LMR. Donc, c'est des limites maximales de résidus. Ah oui, d'accord. Okay. Qui sont, on peut analyser tout. Demain, tu prends un concombre et il y a une limite maximale de résidus. Il faut savoir que si déjà tu achètes des produits français, ça c'est hyper important et j'espère que vraiment les gens ils m'entendront là-dessus. On est un des pays où on est les plus contrôlés. Donc on a la nourriture quand même, on va dire entre parenthèses, la plus saine. Okay. La plus saine parce qu'on est hyper contrôlé. Vraiment ça j'y tiens. Comparé à d'autres pays, c'est une horreur et on parlera pas de l'Union européenne ici, ça va me mettre en colère. Non. Mais on a vraiment un pays très sain. Et pour ça, ils ont trouvé. Pour vous, du coup. Et oui, mais pour tous, pour tous. Et ils ont trouvé, du coup, la chlordane et la dieldrine. Ces 2 molécules, elles sont présentes depuis 70 ans dans nos sols. Okay. Donc elles ont forcément été mises par le monde rural, parce que c'est pas forcément les agriculteurs, ça peut être des forestiers, ça peut être. Oui, bien sûr. Mais c'est pas les agriculteurs qui sont responsables. Parce que ce produit, il a bien été homologué. En fait, pour moi, les responsables, ce sont ceux qui ont homologué ces produits-là, sans se poser les bonnes questions il y a 40 ou 70 ans, en se disant, bon, ben, ce produit, il est cool, il tue, allez, on le met. Bah non, qu'est-ce qu'il peut avoir comme... En fait, ils se sont pas posé la question du recul. C'était un essor. Plus tard, il est encore voilà. Là, quoi. Mais c'était un essor. Il faut aussi remettre beaucoup de choses dans le contexte. C'était un essor. On sortait de la guerre, il fallait nourrir les gens. Il y avait plus de nourriture. Non, il y avait pas d'études. Il y avait pas de... la chimie, on n'en parle pas. Ça existait quasiment pas, quoi. Les chimistes étaient des farfelus. Donc... les cheveux en pétard. Mais ouais, les cheveux en pétard. Dédicace. et du coup, ces molécules-là, on nous les a trouvées et il y a plein de légumes qu'on n'a plus le droit de faire. Concombre, courge, potimarron, butternut. Et qui du coup ouvrent les portes à d'autres pays, par contre, pour venir faire de l'importation. Ah il y a d'autres pays. Si la limite maximale de résidus, nous, je te parle de ça, c'est du 0,00 quelque chose. C'est-à-dire que là, en marchant dans la ville, tu respires beaucoup plus de mauvaises choses que si tu mangeais maintenant tout de suite 100 kilos de courgettes. Ça n'a rien à voir. C'est pas des choses, c'est pas des métaux lourds. C'est des molécules chimiques. Oui, ça fait peur, mais c'est pas quelque chose. Demain, même si tu manges 100 kilos de courgettes d'un coup, tu vas pas être rempli de cordane tu vois, tu vas pas en mourir. C'est la norme. Elle est comme ça. On n'a pas le droit de la dépasser. Des pays étrangers, il y a des produits qui sont plus homologués chez nous, qui sont homologués chez eux. D'accord. Et le libre-échange, il a le droit de se faire. Oui, c'est ça. Qui est tout un sujet qui est d'actualité, oui. C'est ça. Bon, on va peut-être pas parler de ça, mais... Non, mais c'est des sujets d'actualité, mais les gens, ils en ont pas conscience, quoi. Ils pointent facilement du doigt celui qui fait, mais sans se poser la question, pourquoi, quand, comment... c'est ça qui est sain, c'est de chercher à comprendre, avant d'accuser, c'est de chercher à comprendre le problème, quoi. Oui, bien sûr. Moi, j'ai une petite question. T'es pas obligé d'y répondre si t'as pas envie. Mais par réponse courte est-ce que tu utilises des pesticides? Et si oui, c'est dans quelle mesure tu le fais et qu'est-ce que tu penses du pesticide? Parce que je pense que dans un regard je parle encore de client, tu vois, on voit forcément ça en négatif parce que on entend des choses
de part et d'autre qui visent aussi, je pense, des fois à nuire aux agriculteurs d'une manière ou d'une autre. Mais c'est quoi, du coup, ton rapport aux pesticides et qu'est-ce que t'en dis de manière générale, quoi? Je suis carrément décomplexée par cette question parce que je suis là pour éduquer les gens. Parce qu'on n'y connaît plus rien, donc en fait, Éduquer il est nos sain. auditeurs. Mais ouais, mais nous, hein, c'est nous aussi. c'est super sain, c'est super sain de répondre. Il faut pas avoir peur. Après, la manière dont moi je travaille, je suis pas obligée de correspondre à tous. Ah, mais Ouais. bien sûr, Donc bien sûr. c'est ok Il y a aussi. aussi une question je pense, d'hectares aussi, de volume que tu fais. Quelqu'un qui sûr. va faire 56 000 types de hectares vont pas, pesticides. exactement, peut-être pas utiliser les mêmes méthodes, etc. Oui. Alors c'est vrai que moi, le mot pesticide, il me fait toujours mal parce que Ouais. moi, on m'approche souvent comme ça en me disant vous utilisez des pesticides et quand on me dit pesticides, j'ai l'impression que je suis un pestiféré. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il Ça, est violent, c'est le mot. Hein. pesticide, Ouais. c'est vraiment un mot qui. Mais oui, on utilise des traitements. Les traitements qu'on utilise à l'heure actuelle, ce sont plus ceux que mon grand-père utilisait, où il y avait une tête de mort et tu n'avais pas intérêt de te louper, voilà, de boire ce truc, hein, c'est hors de question. Là, c'est des produits. Maintenant, on peut utiliser des enzymes. Des enzymes, genre, par exemple, moi, j'ai des traitements à base de cannelle. Et après, on a les produits bio, qui sont en fait, pourquoi bio? C'est une molécule, mais qui vient d'une souche végétale. Ouais. Voilà, par exemple, Qui se de dégrade l'orange. correctement. Donc j'ai un produit en fait à base d'orange et ce produit il est hyper neurologique et pourtant c'est juste de la pelure d'orange. Donc c'est un produit que j'ai jamais utilisé, jamais. Mais qui est à dispo. Et qui est à dispo mais qui servira jamais. C'est un truc que j'ai payé hyper cher et qui restera dans mon armoire phyto et ça bougera jamais. Et bio ne veut pas dire sans pesticides. Bio ne veut pas dire sans pesticides. Par exemple, le cuivre. Le cuivre, c'est quelque chose qui est très courant dans l'agriculture biologique et c'est un métaux lourd. Et le bio va faire qu'on va faire énormément d'applications pour arriver au même résultat qu'une molécule chimique. Je pense que c'est important aussi de faire du préventif et pas du curatif. Tu travailles avec des pesticides, mais est-ce que tu travailles avec des insecticides? J'utilise pas d'insecticides parce que je fais de la protection biologique intégrée. Donc c'est par exemple l'exemple qu'on connaît le plus, la coccinelle qui mange le puceron. Moi je vais mettre plein d'insectes, hein. Je peux en parler du cucuméris, de l'orus, Des insectes qu'on des connaît de insectes ouf. qu'on connaît de ouf, mais Ouais. pour lutter, par exemple j'ai un petit insecte que je n'aime pas du tout qui parasite la fleur, qui mange le pollen, qui s'appelle le thrips. C'est mon principal ennemi, avec la drosophile, qui est un petit moucheron qu'on connaît tous. Et ça pond dans les fraises. Et bien pour lutter, j'installe des insectes qui vont le parasiter. Et essayer de lutter avec des méthodes. Mais ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent de faire ça. Tu utilises des abeilles? C'est ça que tu avais posé comme question? Les abeilles, j'en utilise pas, c'est des pépettes. Elles ne sortent qu'à 17 degrés. C'est vraiment des demoiselles, c'est des queens. Moi, j'utilise des bourdons. Les bourdons, ils ont peur de rien. Ils franchissent le froid à 10, 11 degrés. Ils mettent l'écharpe et ils sortent de la ruche pollinisée. Donc, je suis plus... puis l'abeille, c'est aussi beaucoup d'entretien. C'est pas juste on pose une ruche, on la met là. Puis les ruches, moi, je les achète. Donc, elles ont un cycle, c'est un peu triste, mais elles ont un cycle de 2 mois parce qu'il n'y a pas de reine dedans. Elles sont pas là pour continuer. Ce ne sont que des ouvrières, quoi. Ok. Ouais, trop triste. Voilà, c'est triste, ouais. Ok, c'est clair. En vrai, ça éclaircit pas mal de questions. De manière générale, si tu devais donner 3 points négatifs ou positifs, pardon, sur ton métier, du coup, ce serait quoi? Le contact avec la nature. On va commencer par les points positifs. Le contact avec la nature, vraiment, il est hyper riche et il n'y a pas la connaissance, elle est infinie. Ouais, tu peux apprendre tous les jours plein de choses et moi, il y a encore tous les jours, je découvre des trucs et tous les jours surpris de plein de trucs et ça évolue. Oui, de ouf. Ça évolue tout le temps, sans cesse, parce qu'il y a plein de facteurs. Donc, la nature, elle fait que s'adapter, finalement. Donc, tous les jours, tu apprends encore des choses nouvelles. Après, le fait de pouvoir produire quand même sa propre nourriture. Ouais, de ouf. Moi, j'adore manger. C'est vraiment un truc... J'ai tout en faim. Et des bons repas, tu vois. C'est des trucs. Et puis, avoir la fierté de se dire, je sais d'où ça vient. Hein. Oui, puis je sais d'où ça vient. Même ce que moi, je consomme. Je sais d'où ça vient. Je sais comment ça a été fait. Oui. Et après, le 3e point, je pense que ça va être le relationnel que je crée,
qui est hyper sincère avec mes clients. C'est des gens qui viennent me voir toutes les semaines. C'est voilà, je les connais quoi. C'est vraiment des réguliers et derrière demain, même si je perdais mon travail, bah ils seraient dans ma manière de penser en me disant mais et eux. En fait, j'ai pas l'impression de laisser tomber que moi. Oui, j'ai l'impression de laisser tomber aussi tout ce lien que on a mis des années à créer. Et ça... Non, vas-y. Non, pardon, j'allais dire, sachant que ça concerne que une part aussi un peu faible des agriculteurs et des producteurs, parce que tous ceux qui vont faire du céréalier ou qui vont faire en effet de la protéine animale, etc., c'est des gens qui n'ont pas ce contact-là. Et donc, toi, tu as la chance dans ton cœur de métier, donc dans les fruits et légumes, de pouvoir avoir accès en effet à des marchés, etc., en tout cas de la vente directe, quoi. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui de faire partie vraiment d'un écosystème où tu nourris des gens proches de toi et eux, ils te redonnent de l'argent qui te permet de continuer ça? Tu as l'impression que c'est assez développé aujourd'hui? Ça pourrait aller plus loin? Je pense que je nourris au niveau de mes ventes. Ouais. Je vais faire principalement donc à plus de 60% la restauration collective. Donc c'est les cantines des enfants, peut-être aussi de certains EHPAD, des personnes âgées, des centres de loisirs. Donc avec Ensemble à Blanquefort, je travaille énormément avec eux. On a un super partenariat, ils m'ont jamais laissé tomber. C'est vraiment ils sont vraiment super. Après je travaille avec j'ai une AMAP à Bordeaux Centre tous les jeudis que je livre, la MAP de Bordeaux Centre. Après j'ai mon marché le mercredi au Tasta, ma vente à la ferme le vendredi. Je travaille encore avec quelques collèges et lycées et je travaille aussi avec des pâtissiers. Oui, donc tu es dans du ultra local quand même. Ouais, en fait je vends tout. Il y a franchement, vraiment un truc autour de ton exploitation où tu nourris des circuits, mais c'est génial. La chance d'avoir aussi une exploitation intramuros. Ouais, c'est ça. Proximité de pas être de la ville. À 10 bornes. Voilà, parce que du coup, je peux tout faire moi-même sur un rayon. Franchement, j'exagère pas si je dis je vends tout à moins de 15 km à la ronde. Alors du coup, ça glisse un petit peu vers la deuxième partie de la question, qui sont du coup les points négatifs pour toi de travailler dans ce métier. Ben, les points négatifs, je dirais que tu es quand même constamment sous pression. Tu as beaucoup de charges qui pèsent sur tes épaules. Enfin, moi, je sais que j'ai quand même été très, très malade il y a 5 ans, parce que psychologiquement, tu te sens seul. C'est-à-dire, c'est un vrai sujet, ça, chez les agriculteurs. Tu te sens seul. Il y a rien. Psychologique, ouais. Et maintenant, enfin, je sais que voilà, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Je suis très bien entourée. J'ai vraiment des gens qui m'aiment. Mais et je sais que j'ai un soutien inconditionnel. Mais ça m'a pas empêché à une période de me sentir seule, parce que d'avoir l'impression de travailler une cause, en fait, tout le monde s'en fout, quoi. Tout le monde a l'accessibilité. Puis aussi de se dire t'es tout seul à faire ça. Moi je connais il y a pas de jeunes filles de 30 ans que je connais qui font le métier que je fais. Donc des fois tu as l'impression que tu es un peu une allumée, quoi, et tu te demandes est-ce que finalement servir la cause au détriment de ta vie, c'est vraiment quelque chose de positif que ça peut t'apporter. Et tu dis, il y en a qui sont, en effet, ceux qui sont dans les zones fond de la France, tout seuls, à essayer de se démerder comme ils peuvent financièrement, et qui n'ont pas la chance d'être entourés comme toi tu l'es. Je comprends qu'en effet, on a parlé pendant des années du taux de suicide chez les agriculteurs, etc., que ce soit un sujet psychologiquement ultra important, quoi, à prendre en compte, quoi. Surtout dans des métiers qui, comme on dit, nourrit la France et l'Europe, et tu vois. Il y a beaucoup de mise en place sur ça, parce que j'ai une petite double casquette. Je suis élue et administratrice au sein de la MSA. La MSA, c'est la caisse qui me représente au niveau de la santé, la mutualité sociale agricole. Il y a un gros travail qui est fait là-dessus, qui s'appelle la prévention c'est prévenir le mal-être. Sur les points négatifs, je pense que l'autre, c'est mine de rien, ça fait déjà 10 ans que je dirige une entreprise. Le truc qui me fait le plus mal aussi, je pense que ça va vraiment être sur le social. À 30 ans, gérer des équipes, gérer une masse salariale, et devoir se comporter avec un aspect, je suis la patronne. Longtemps, j'ai eu l'impression d'être, moi, de beaucoup vouloir considérer mon équipe, mais je le fais encore aujourd'hui, hein, je considère énormément les gens qui travaillent pour moi. Je dis jamais, j'aime pas le mot salariat. Et pardon, je te coupe, mais les gens dans ton équipe ont quel âge à peu près? C'est quoi la moyenne d'âge?
Là, c'est vraiment jeune en ce moment. Vraiment, la moyenne, je pense que je suis la plus vieille, j'ai 30 ans, donc je suis la plus vieille. Ah ouais. Il y a qu'un salarié encore qui est quasiment à l'âge de la retraite, qui est mon papa. Mais on a la moyenne d'âge, c'est 30 ans, quoi. Entre 25 Parce que 30. dans votre société, vous essayez d'inclure plus de jeunes, mais en vrai, dans le milieu agricole, t'es plutôt, enfin, les gens avec qui tu travailles ou que tu rencontres ont quand même pas tous moins de 30 ans. Non, les les patrons avec lesquels je travaille, c'est là qui c'est effrayant. Enfin, ceux qui sont les autres agriculteurs, non, ils ont 50, 55 ans, ils arrivent quasiment à la retraite et il y a généralement pas grand monde pour remplacer. Mais non, ça va être mon équipe, elle est vraiment jeune et cette année aussi, c'est important. Alors, j'ai rien contre ça parce que moi, j'ai travaillé avec pendant des années. Mais ça aussi de se dire que tu as une équipe, ça a été mon cas pendant longtemps, 100% étrangère, avec des gens qui parlent pas forcément français. En fait, je suis complètement OK pour ça parce que heureusement qu'il y a des gens qui veulent encore faire ce métier. Mais en France, on a mis le métier de l'agriculture. Alors pourtant, moi, les gens, quand ils m'en parlent, ils me disent « Ah, ben j'avais ma grand-mère, mon grand-père, ma tante, mon oncle. » Mais personne ne veut faire ça. Il n'y a pas un Français, ils bouffent tous des frites, personne ne veut ramasser une patate. Mais moi, ça, c'est un truc, ça me choque. Oui, et vrai. En fait, heureusement, les étrangers, ils arrivent avec une force et une conviction de se dire, il y a dans leur famille encore 3 ou 4 personnes qui font partie de l'agricole. Et c'est normal, c'est OK, c'est un métier comme un autre, c'est sain. Mais en France, on est tellement parti sur des métiers où, qui sont pas... Hello. Peut-être que c'est nous. Peut-être qu'on est visés. Mais ouais, mais c'est le monde aussi, tu vois, c'est l'avancée qui le veut. Regarde, l'IA, tout ça, ça va trop vite, quoi. C'est la société. On a formé les gens pour être derrière un ordinateur et pas se servir de ses mains, alors que finalement, c'est tes mains qui tapent sur l'ordinateur. C'est tes mains qui continuent à te rapporter de l'argent. Donc je trouve que c'est dommage que je trouve qu'en France, on est très bon à se faire servir, mais on n'est pas bon à rendre service. Moi, je pense qu'on est un peu les abeilles au lieu d'être des bourdons, tu vois. Ouais, en vrai, si on est un peu trop abeilles. On est un peu trop abeilles. Ouais. Je te prends un exemple. Il a fait hyper chaud là, il y a une semaine et demie, là, on est monté à 47 degrés dans les serres. Moi, il y a tous mes clients, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est « Oh là là, dans les serres, mais quel travail horrible, il doit faire très chaud. » En fait, comment ils font au Maroc? Comment ils font en Grèce? Bien sûr. Non, mais s'il vous plaît, comment on fait dans les autres pays? Faut s'adapter, mais quoi. on s'adapte, voilà, exactement. Et c'est ce que je fais. Je transpire de fou, je bois beaucoup d'eau, on essaye d'aménager les postes de travail et les horaires de travail, mais la chaleur, c'est dans la tête, hein. Après, je pense qu'il faut quand même... toi, t'es dedans, donc je pense que pour toi, c'est limpide et c'est normal, mais je pense aussi qu'il faut se rendre compte que c'est un métier qui est quand même pénible. Ça fait partie des métiers comme pour moi le BTP, etc. Et que je pense que quand t'as 15 ans, 14 ans et qu'on te demande ce que tu veux faire plus tard, c'est compliqué de se dire, surtout plus la génération qui arrive, je trouve, c'est compliqué de se dire qu'on va s'acharner à la tâche et qu'on va aller dans ce genre de métier volontairement, quoi. Et c'est des métiers de passion, hein. C'est des métiers de passion. Moi, je pense, par contre, que déjà, nous, on le voit autour de nous, il y a une grosse crise de la trentaine, quarantaine de gens qui n'en peuvent plus de faire des métiers bullshit et qui veulent revenir à des vraies choses, donc qui se réorientent dans le bâtiment, qui certainement vont finir par se réorienter dans de l'agriculture si l'État met en place des choses aussi pour faciliter les conditions. Voilà. Mais il y en a. Non, mais ça existe. Oui, mais ils veulent du salaire, ces gens-là. Oui, mais enfin, dans le BTP, il y a du salaire. Si tu remets l'agriculture à un moment donné au centre de la France mais dans un monde idéal et que ça redevient quelque chose d'essentiel et de mis en avant, mais il y aura du travail et il y aura de l'argent et il y aura, enfin tu vois, c'est un cercle vertueux. Moi, je peux répondre aussi à la question parce que, enfin, c'est pas une question, mais si je vais y venir doucement, mais je vais y glisser. Il y a plein de métiers qui arriveront pas à 2500 euros. Moi, je le dis, hein, le jour où le SMIC il est à 2500 euros, c'est moi qui vais inventer une machine pour cueillir les fraises. Les gens vont être obligés à un moment donné à se poser des questions aussi à qu'est-ce qui est essentiel pour vivre. Tu vois, enfin, il y a plein de trucs. Moi aussi, tu vois, j'aime partir en voyage. Moi aussi, j'aime faire plein de trucs. Mais combien veulent partir à l'autre bout du monde et ils n'ont même pas visité la France? Je suis d'accord. Non, du coup, j'ai une question. Est-ce que ça te dérangerait de nous dire à peu près une fourchette de combien t'es payé pour avoir une idée de, en bossant 55 heures par semaine et en faisant le métier que tu fais, qui est un métier passion, on le rappelle aussi, à peu près à combien t'es? Ouais.
Non, ça me dérange pas. J'ai fait plus de 8 ans, donc j'ai 10 ans de boîte, plus de 8 ans entre 0 et je pense que le plus haut que j'ai pu monter, ça devait être 600. Voilà. Les mois où ma boîte pouvait me donner quelque chose, je me tirais ce qu'elle pouvait me donner. Et les mois où il y avait rien, il y avait rien. Et en plus, moi, en étant patronne, j'ai pas vos droits. Oui, j'allais dire parce que t'es patronne, tu vois. Oui, la question resterait plus peut-être. Pépette. La question serait peut-être combien tu payes un salarié, tu vois, mensuellement. Est-ce que tu as une idée? Je pense que, ça dépend. J'ai des salariés qui vont entre 1500 et 2000. Ça dépend aussi de leur implication au niveau de l'entreprise. Donc, je rémunère les gens aussi en fonction c'est de la tâche de travail. Quelqu'un qui cueille, il peut pas prendre 2500 €. Okay, quelqu'un qui fait que de la cueillette, surtout que moi j'enlève toute pénibilité, il y a pas de charge. J'ai des profils, je prends des gens qui ont 56 ans comme des gens qui ont 20 ans. Enfin, il y a pas de le travail est complètement adapté. Et après, quelqu'un qui va vouloir conduire les tracteurs, qui va me prendre mon chargeur pour me mettre une palette dans mon camion. En fait, tout ça, c'est des petits gestes que moi, il m'évite. Donc, cette personne-là, j'ai envie de la gratifier. Donc, moi, s'il monte à 2000 €, mais tant mieux. En fait, tant mieux. Oui, non, mais donc, moi, je trouve pas ça, tu vois, mal payé. Exactement, j'allais dire, quand tu vas travailler dans des exploitations et que tu arrives à être payé entre 1500 et 2000, en fonction, comme tu disais, il y a plein de facteurs, mais je pensais que ça pouvait être un peu moins, plus proche du SMIC, tu vois, par exemple. Et j'ai personne qui est au SMIC chez moi. Cool. Est-ce que tu as une dernière question, Lou? Oui, moi, je voulais parler parce qu'on en a un peu parlé ensemble, mais un peu le sexisme dans ce milieu que tu as subi. Donc, tu en as un petit peu parlé au début avec ta première expérience de stage, mais vraiment dans le monde agricole, est-ce que tu as été confrontée à des choses que tu aimerais changer? Est-ce que tu as vu des évolutions en 10 ans aussi sur le milieu? Elle fait le nom de la tête. Elle fait le nom de la tête pour ceux qui nous écoutent. Je te rends la bonnette. Ça, c'est vraiment un sujet qui est cata. C'est la femme au niveau des équipements pour trouver des gants en taille S. Ça n'existe pas. Ou alors, il faut le commander. Moi, j'ai commandé des gants, j'ai réussi à en trouver 3 mois avant que ça arrive. Il y a plein de détails. Nous, on a une équipe qui est femmes-hommes. Je veux autant de femmes que autant d'hommes dans mes équipes. Déjà, parce que des fois, j'ai besoin de la puissance des hommes, parce qu'il y en a, ils font quand même des boulots. Enfin, quand on donne du physique, je suis contente d'avoir quand même des gars à côté de moi qui me prennent l'échelle en me disant non, fais pas, moi, je vais te le faire, tu vois. Je suis quand même contente, j'avoue que. Mais les femmes, elles sont hyper minutieuses. Elles savent faire déjà plusieurs choses aussi à la fois. Non, mais vraiment, ça, c'est un truc de dingue. Moi, je mets mon père en caisse. Il peut pas parler au client, c'est essentiel. Il peut pas parler au client et taper sur la caisse. Il interrompt la discussion, tu vois. Mais les femmes, au niveau des équipements, là, je reviens sur des chaussures de sécu. Chaussures de sécu, pour trouver des chaussures de sécu à ta taille, en taille 38. Et ça, c'est un truc que je vois pas fort. Alors oui, ça a évolué un petit peu, parce qu'on arrive à trouver. Mais en 10 ans, l'évolution, en fait, l'IA était plus vite, quoi. L'IA était plus vite. Et est-ce que quand tu as été confrontée, justement, quand tu as lancé la fraise, donc tu as dû aller peut-être démarcher des gens, aller rencontrer d'autres gens, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont pas pris au sérieux parce que tu étais une femme, justement? J'étais une femme, j'avais 19 ans. Beaucoup. Mais on est dans des métiers où au bout de 2 ans, en fait, ça te donne une niaque. Ça forge. Ça te donne une niaque. T'as envie de leur montrer que c'est pas grave. T'as envie de leur montrer, vas-y, juge-moi bien, mais rira bien qui rira le dernier. Tu vois, c'est tension. Moi, il y a des gens qui m'ont critiqué quand je me suis installée en me disant, la petite, regarde la petite gosse là qui reprend l'exploitation de son père. Et en fait, je suis toujours là. J'ai fait tous les sacrifices et je me rends compte que même si en plus, c'est des gens, à l'époque, c'est des métiers qui étaient beaucoup plus valorisés que maintenant. En fait, c'est ça qui est horrible, c'est que le monde évolue, on donne un nouveau regard au monde, surtout, je pense, avec notre génération, on veut apporter des choses plus saines, mais mon métier, il régresse. C'est-à-dire qu'il n'évolue pas avec le monde actuel. C'est vrai. Et ça, c'est un truc, c'est vraiment un sujet qui est quand même vraiment, ça c'est dingue, hein. C'est là, je sais pas, j'ai pas d'exemple concret, mais moi je le vois dans la vie de tous les jours, quoi. Mon métier, il régresse alors qu'il devrait encore plus évoluer. Ou alors on veut m'apprendre des choses.
Moi, j'ai des gens de l'âge de mon père qui étaient agriculteurs qui me disaient la petite, elle va se vautrer. Tu sais, en plus, j'avais un peu mauvais caractère, je les remballais vite. Je leur disais attends, tu verras. Puis maintenant, je me rends compte que j'arrive à parler des mêmes problèmes qu'eux, alors qu'ils ont fait carrière. Et parce qu'aussi, j'ai 10 ans, quoi. C'est long. J'ai connu. Enfin, moi, j'ai l'impression que chaque année, il y a des guerres que j'ai menées avec la perte d'un verger. Enfin. Des trucs graves, quoi. Et je suis toujours là, mais parce que je veux vivre. T'as une sacrée mais non, mais je veux vivre. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Et je veux vivre. Et comment tu vois l'avenir, là? Tu te vois faire ça pendant encore 10 ans? Oui. Ouais. 20 ans? 30 ans? Ouais, je me vois aller jusqu'à la retraite. Ouais. En fait, je serais même trop fière de pouvoir donner ça. Ouais. Mais de se dire que, vu que mon métier, en fait, il dévolue dans le monde d'aujourd'hui, est-ce que laisser ça, finalement, c'est une belle empreinte? Est-ce que mon sacrifice, il sera pas inutile? En vrai, c'est des questions qui ont été longtemps ma plus grande faiblesse, parce que c'est des questions que tu te poses. C'est des questions, si tu te les poses, tu te rends malade. Mais en fait, je me dis que là, je suis là maintenant. J'ai envie d'être là demain. Et après, si demain, je perds l'exploitation, j'aurais vécu des choses très riches, très intenses. Et il y aura rien dans ma vie qui aura été un échec. Ouais, rien. Bien sûr. Rien, ça aura été que des expériences, mais j'aurai un goût amer. J'aurai un goût amer parce que le sacrifice que j'ai fait, maintenant, en fait, je l'ai fait. Et là, je commence à en vivre. On parlait du salaire tout à l'heure. Ouais. Maintenant, depuis 1 an et demi, j'arrive à me tirer 1 200 € par mois. Mais c'était la condition pour qu'aussi je continue parce que au niveau de ma vie privée, je veux apporter quelque chose de sain dans mon couple. Si demain j'ai un enfant, en fait, c'est pas la CAF qui va élever mon gamin, quoi. Tu vois, c'est hors de question. Donc, j'ai vraiment envie de mener ma vie comme je l'entends. Mais après, c'est vrai que 1 200 €, voilà, la couleur rouge, je fais rire tout le monde, mais je la maîtrise. Mon compte bancaire, la fraise, tout, c'est une couleur maîtrisée, tu vois, maintenant. Et est-ce que pour boucler peut-être justement la boucle, tu parlais de vie de famille et d'enfants. Est-ce que si un jour tu souhaites des enfants et que tu en as, est-ce que c'est dans un peu ta goal list de savoir qui pourrait reprendre, du coup, comme toi t'as fait avec ton père, l'exploitation, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'importe peu finalement? J'aimerais trop, mais en même temps, j'aurais trop peur. Déjà, en fait, j'ai même peur en tant que femme, tu vois. Je suis dans un milieu où si j'ai des douleurs de règles, je dois aller au travail. Si j'ai mal, je dois aller au travail. Je dois tout le temps être là dans n'importe quelle édition. Je me dis déjà, porter un enfant, déjà, est-ce que j'en suis réellement capable? Parce que là, ça dépasse finalement la force morale. C'est que la période d'accouchement, tu la gères comment? Avec de l'absence? Je peux pas m'absenter. Le congé mat, mais en fait, moi, non, mais ça n'existe pas. Moi, j'ai une amie, elle a eu un bébé là. Le bébé, il est dans son dos. Et tous les soirs, elle va donner le foin au mouton. Et le gamin, il est au rhume, il est au froid, bonnette, écharpe. Il est jamais malade. Et le gamin, il est tout le temps heureux. C'est un gamin hyper silencieux, hyper épanoui. Et tu te demandes aussi si il n'y a pas ce truc un peu apaisant. Parce que tu sais, il y a ce truc hyper maternel, hein, mais le fait d'être au contact de dehors tous les jours. Alors, moi, j'ai vu des bébés... traînant à terre et tout. Les bébés, ils sont pas malades là maintenant. Ils se sont auto-vaccinés, tu vois. T'as les vaccins, mais de se dire demain, c'est un gros sujet parce que j'ai que 30 ans. Il y a pas de chacun fait ce qu'il veut. Bien évidemment. Mais c'est un vrai sujet et c'est un sujet. Je sens que là, ça va être mon prochain sujet assez axé mental. Ta prochaine bataille. Ouais, ça va être ma prochaine bataille parce que au-delà de peut-être avoir des enfants et déjà de vouloir peut-être potentiellement qu'ils reprennent un jour la ferme, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Mon frère, il est ingénieur. Tu vois, mon frère, il est ingénieur, il fait ce qu'il veut. Mais au-delà de se dire qu'est-ce que je lui laisse, parce que si moi, demain, je m'en vais, c'est ce qu'a fait mon père avec moi, on mettra des bases solides. On mettra des bases solides pour que ça force que ça fonctionne. Mais derrière, tout le monde n'est pas axé à avoir le mental. Moi, ce mental, je l'ai parce qu'en vrai, mon père, c'est une force de la nature. Il a un énorme handicap et il se plaint pas. Alors, il ronchonne. Il ronchonne, mon père, il se plaint. En fait, c'est pas vrai. Oui, il ronchonne. Mais sur sa santé, franchement,
mais ça serait la personne à avoir un maqueron handicapé, tu vois, il peut pas se déplacer. Et jamais tu l'entendras se plaindre de ses jambes, jamais. Et en fait, je pense que demain, il a plus de jambes, il va ramper avec les bras, quoi. Mais il ira toujours au charbon. Bon, on dit toujours que quand on vient plus à l'exploitation, c'est qu'on est mort. Ouais, c'est que la fin est proche, quoi. C'est ce qui est arrivé avec mon grand-père, ce qui est arrivé avec ma grand-mère. Je pense que c'est ce qui arrivera à mon père. On sait que quand ils viennent plus, c'est qu'il y a quelque chose qui les quitte. Et en fait, quand cette force qui t'anime, elle te quitte, en fait, ton combat, il est presque déjà vaincu. Putain, ça m'a fait des frissons. Je trouve que c'est une belle conclusion. C'est vrai, hein. Qui prouve que c'est un métier passion, en effet. J'ai des trop belles expériences. Vraiment des trop belles expériences. Et ça fait partie aussi des beautés de mon métier, quoi. Et quand, en fait, ma serre, elle s'écroule, bah, je la reconstruis. C'est pas grave, je l'ai fait une fois, maintenant je sais monter un arceau. Allez, c'est reparti. On le saute pas, mais je sais monter un arceau maintenant. Et ça arrive. Ouais. C'est le temps. Non, mais en vrai, merci. C'est beau. Ouais, c'est beau. Merci d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça. Et moi, vraiment, si je retiens un truc, c'est déjà ta force, meuf. Je trouve ta force mentale et ton ambition et la volonté que tu mets, je la trouve incroyable. Et je tiens juste aussi à dire pour nos 4 auditeurs, mais à quel point je suis fascinée par les gens qui font ce métier et la dévotion que vous y mettez, je la trouve, enfin, je sais pas, moi, je la trouve ultra inspirante et bravo parce que pour l'instant, j'en suis pas capable. En tout cas, c'est pas le métier que j'ai choisi. Mais qui sait? Mais qui sait? Tu sais pas. J'ai failli. Je rigole. Mais qui sait? Et moi, je dirais, pour te connaître depuis 5 ans, 6 ans, c'est combien de temps qu'on se connaît? 5-6 ans. Moi, j'ai vu l'évolution. J'ai vu la galère, là. Ouais. Et maintenant, où t'en es? Ouais. Alors, t'as tes hauts, t'as tes bas, t'as tes galères toujours quotidiennes, mais t'as réussi à prendre un recul, je trouve, sur ta situation qui vient avec l'expérience. Et un peu de chance aussi, parce que quand t'as une bonne récolte, que t'as tout réussi à faire et que t'as les bonnes conditions météo et tout, c'est cool, tu vois. C'est du travail, il y a une petite part de chance quand même. Mais là, moi, tu vois, la chance, tu sais où je la mettrais? C'est mon entourage. Et ton entourage. Non, mais bien sûr. Parce que finalement, toutes les galères qui peuvent arriver, j'ai des gens qui absorbent mon caractère aussi autour de moi, qui sont propositions de conseils et qui, quand moi je vois un mur, eux voient un petit portillon que je peux juste franchir en ouvrant la porte. Ouais, grave. Moi, je vois un mur à défoncer, je sais pas par où attaquer. Franchement, je pense que ma vraie chance, c'est d'avoir des parents qui me suivent tout le temps, d'avoir des amis qui tolèrent l'environnement dans lequel je suis et qui me lâcheront pas. Et c'est vraiment, je pense que c'est un vraiment chéri. ça. Ouais, un chéri en or. Je le mets dans la famille proche là. Ah bah oui. Avec les parents. Hein. Elle me demande un mariage un jour, j'espère. T'entends, bébé? T'entends? Ma pépette. Non, mais c'est trop bien. En tout cas, bravo. Et dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver. Donne l'adresse à nos nombreux auditeurs. D'où tu es. On va faire flamber tes ventes, ma grande. Sachez que vous pourrez voir Mouli au marché prochainement, si vous avez de la chance. Ça sera la meilleure vendeuse de fraises et de cerises. Eh oui. Elle va faire dépasser mes quotas de vente. En vrai, avec grand plaisir, je le ferai avec plaisir. Où me retrouver? Du coup, mon exploitation, elle est à Bruges, à Léandré Sarro. Donc S-A-2-R-E-A-U pour ceux qui écoutent le podcast. Peut-être qu'on pourra mettre un truc qui s'affiche ici sur la vidéo. Ici. Le potager à la ville Fraisiflore. Voilà, le potager à la ville Fraisiflore. Tous les mercredis au marché du Taslap, à Jean Moulin, de 16h à 19h30, où je vends mes fruits et mes légumes, et à la vente à la ferme tous les vendredis de 13h à 20h, où j'accueille également d'autres producteurs. Un producteur de fromage de chèvre, de veau, de porc, une personne qui fait du miel. Voilà, il y a vraiment plein de personnes. Tout est délicieux. Ouais, tout est délicieux et c'est que des bons produits avec des toutes petites fermes. Et après, pour ceux qui veulent pas bouger du centre-ville, il y a la map de Bordeaux Centre que je livre tous les jeudis de 19h à 20h qu'on peut retrouver aussi sur tous les réseaux. Trop bien. Eh bien, merci Flo. Avec grand plaisir. Flo. Merci à vous de m'avoir accueilli, c'était trop cool. J'ai passé un bon moment. Oui. Et pas en retard. Non. Riche du cœur. Attends. La reco culturelle. Là. Ben, Flo,
T'as une reco culturelle. La reco culturelle de notre invité. Un film, un livre, un truc que t'as vu, un endroit que t'as envie de visiter ou que t'as visité. Loulou, qu'est-ce que j'ai envie de visiter? Où j'ai envie d'aller, Loulou? Dis aux gens où j'ai envie d'aller. Au Japon. Ce sera la reco culturelle. Le Japon. Bientôt, ouais. Non, bientôt, il va bien falloir que j'y aille. C'est le projet, là. C'est pour mon anniv. Tu demandes en mariage au Japon, par exemple. Ah, ça serait incroyable. Wink, wink. Ma pépette, t'entends? L'enfer. Le Japon. En vrai, le Japon. Après, si j'avais un rêve, vraiment un rêve et pas forcément une reco, ça serait de pouvoir faire tous les pays du monde, mais d'aller visiter des trucs hyper riches, mais hyper culturels et tout. J'aimerais trop aller dans plein de petites fermes. Des boîtes de culture là-bas et tout. Ouais. Méga intéressant. Ça, c'est un truc qui me passionne parce que je suis sûre que savoir s'inspirer aussi de ce qui se passe ailleurs, ça peut être que riche, et je pense qu'avec j'irai planter chez vous et tout, j'irai planter chez vous. Bon concept. Voilà, concept. Elle a pas le temps et on n'a pas l'argent. Financez-nous. On ouvre une cagnotte. Flo Fleur ira planter chez vous. En vrai, c'est une trop bonne idée, je trouve. Ça doit déjà exister, incroyable. Je pense, mais tu penses? Oui, je pense. Je sais pas. Non, je crois que ça n'existe pas. On va se renseigner. Moi, ça me parle. Attendez, et ça, on va le garder secret. J'irai dormir chez vous. Oui. Non, mais je l'adore, lui, hein. Oui. Je l'adore. On divague complètement. Merci Flo, merci pour la reco. Ouais. Et puis on vous dit ciao et puis à la semaine prochaine. Ou à la prochaine fois surtout. Ouais. À bientôt. On peut faire aussi des photos à la ferme. Hein. La prochaine fois, vous pourrez venir aussi à la ferme pour. On dit au revoir. Ouais. Bye. Yeah. Sans fiche le podcast présenté par Lou et Molly. Le podcast présenté par Lou et Molly.